Bonjour Catherine, merci d'être là. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors Catherine, vous allez nous rappeler un petit peu ce qu'est Floa. Et on va donc parler, comme vous le voyez ici, de l'importance du paiement aujourd'hui et puis de tout ce qui se passe autour du paiement. Il y a notamment cet aspect très à la mode en ce moment qui est le Buy Now, Pay Later, qui fait un peu l'actualité, donc qui est vraiment au cœur des nouveaux usages du paiement. Et donc c'est intéressant de comprendre comment un acteur comme Floa se positionne là-dessus, comment vous estimez l'évolution du marché, quelle est un peu votre vision de décideurs sur ces aspects-là. Donc Catherine, je vous laisse vous présenter et présenter surtout Floa pour ceux qui ne connaîtraient pas votre structure. Oui, alors Floa c'est le numéro 1 français du fameux Buy Now Pay Later. C'est ce marché du paiement fractionné qui adresse à la fois les e-commerçants et les commerçants dans le monde physique, même si c'est un moyen de paiement qui est né plutôt dans le e-commerce. De notre positionnement, c'est vraiment de faciliter la vie des consommateurs dans le processus d'achat dans le e-commerce. Voilà. Donc, numéro 1 en France, on est aussi live dans un certain nombre de pays d'Europe. Et nous avons de grandes ambitions en Europe avec notre nouvel actionnaire BNP Paribas, puisque Floa a été acquis par BNP Paribas au mois de février de cette année. Donc le paiement fractionné, c'est une demande, j'ai l'impression, des acheteurs, mais du côté de l'offre, est-ce qu'on est mature aujourd'hui? Alors, je le disais tout à l'heure, le BNPL, ce mot n'existait pas il y a 2 ans. Ouais. Il y a 2 ans, il fallait aller voir des commerçants, des e-commerçants, et il fallait leur expliquer pourquoi le paiement fractionné était très important pour eux. Quel effet de levier sur les ventes, pourquoi ça leur permettait de faire plus de chiffre d'affaires, etc. Aujourd'hui, il a même un petit nom, BNPL. Donc l'évangélisation est terminée et on voit l'évolution du marché et on voit d'ailleurs l'évolution des acteurs, puisque ce marché maintenant qui est identifié a attiré énormément de fintech et de nouveaux entrants. Alors pourquoi le BNPL c'est important? Je vais juste vous donner 2 chiffres. Si je le prends du côté des commerçants, 70% des paniers des e-commerçants sont perdus avant la page de paiement, c'est-à-dire quasiment au moment de la page de paiement. C'est juste énorme et un e-commerçant, il n'aime pas du tout perdre un panier. Donc on voit bien que le paiement, ce qui se passe sur la page de paiement d'un e-commerçant, est un enjeu majeur pour son activité. Je rappelle aussi que cette page de paiement aujourd'hui, elle est à 70% sur un smartphone ou sur une appli. Elle est marginalement sur un ordinateur. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire l'innovation sur la page de paiement? Au fond, ça veut dire 2 choses. Tout à l'heure, j'ai entendu le mot, je pense qu'on le partage tous, c'est la fluidité de l'expérience client, c'est-à-dire une expérience client sans couture et surtout sans question. Oui, parce et que surtout, le paiement fractionné, c'est super sur le principe, mais est-ce que ça ne va pas alourdir au final l'expérience? Alors, on fait aujourd'hui du paiement fractionné quasiment avec la même facilité qu'on fait du paiement comptant. Voilà. On va simplement demander le département de naissance et la date de naissance du client pour pouvoir faire une interrogation FICP, parce qu'on a beau appeler ça du paiement, c'est du crédit. On paye en 3 fois, ça s'appelle un crédit. Donc il y a une vérification de solvabilité à faire et il y a un certain nombre d'interrogations à faire. Donc la fluidité du paiement, c'est être capable en temps réel de faire à la fois l'analyse d'octroi, l'analyse de fraude, puisque la fraude est encore plus importante dans le e-commerce que l'octroi à proprement parler, et le tout dans un temps de réponse inférieur à 200 millisecondes. Puisqu'en général, un e-commerçant, en tout cas nous, notre numéro 1 e-commerçant, c'est Cdiscount, au-delà de 300 millisecondes, il débranche la solution. Donc on a des obligations de temps réel, de réponse en temps réel. Donc au fond, le problème, c'est comment on prend une décision irrévocable, parce qu'une fois qu'on a dit oui au client, il faut assurer le service, en moins de 300 millisecondes. Voilà. Et ça, c'est beaucoup de technologie, on en a parlé tout à l'heure, on a parlé d'identité numérique, on a parlé d'intelligence artificielle, on a parlé de scoring, on a parlé de beaucoup de choses. Et avec pour objectif, donc, fluidifier le paiement et sécuriser le paiement. Ça, c'est le point de vue du commerçant. Oui. Mais on parle de B2B, mais on finit toujours dans le 2C. B2B2C, à un moment, il y a toujours un consommateur. Et je vais vous donner un chiffre, enfin 2. 60% des consommateurs européens ont déjà utilisé du Buy Now Pay Later. Alors ça peut être dans des formes un petit peu différentes selon les pays européens. Au Portugal,
c'est plutôt du paiement différé en mois parce qu'ils n'ont pas confiance dans la livraison, donc ils veulent payer une fois qu'ils sont livrés. Bon. En Belgique, c'est 60 jours, c'est la réglementation. En Allemagne, ce n'est pas en prélèvement sur carte bancaire, c'est un autre type de prélèvement. Donc ça a des formes différentes, mais du point de vue du consommateur final, c'est bien le même service. Donc 60% des consommateurs européens ont déjà utilisé le service de BNPL. Et un tiers de ces 60% disent aujourd'hui qu'ils sont prêts à changer d'enseigne pour pouvoir accéder à ce service-là. Donc on voit bien que du côté des consommateurs, c'est un élément absolument fondamental et majeur. Alors vous disiez, Catherine, que c'est un domaine d'innovation en particulier où il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de sociétés, des fintech. On pourrait même se poser la question si certains GAFA vont pas aussi, d'ailleurs, c'est sans doute le cas d'ailleurs avec Apple notamment, qui a fait des annonces à ce sujet-là, vont pas se positionner. Donc comment on fait en fait pour garder, vous dites que vous êtes numéro 1, mais comment on fait pour garder le lead et garder un peu une sorte d'avance en fait sur toute cette innovation qui est en train d'irriguer un petit peu le marché? Quelle est votre approche? Voilà. D'abord, l'approche, elle est très empirique. Hein. Moi, je ne sais pas si on arrivera à battre Apple. J'en rêve, ça me ferait personnellement très, très plaisir. Voilà. Je pense que c'est le fait plusieurs choses. La première chose, c'est de travailler tous les jours avec les commerçants. Hein, ça a été dit tout à l'heure. On est dans le e-commerce, donc on est dans l'instantanéité, on est dans le suivi. On parlait tout à l'heure de suivi quasiment quotidien. On suit quotidiennement un tunnel de transformation sur une page de paiement. Il faut être capable de comprendre pourquoi on a un taux de chute qui évolue. Donc c'est vraiment le travail au quotidien avec les e-commerçants qui sont nos clients directs, qui pour moi est la clé de la réponse. Et travailler au quotidien pour pouvoir avoir accès aux données dont on a besoin pour pouvoir faire des scores pertinents, scores d'octroi ou scores de fraude qui sont pertinents. Selon qu'on achète à 2h de l'après-midi ou à 2h du matin, on n'a pas le même niveau de risque. Voilà. Selon qu'on achète sur un smartphone d'un certain type ou d'un autre, on n'a pas le même niveau de risque. Et toutes ces informations-là, il faut qu'on soit capable de les récupérer. Le contenu du panier, évidemment, est un élément déterminant du risque aussi. Donc toutes ces informations-là, pour pouvoir prendre la bonne décision au bon moment et rendre le service le plus économique possible, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'au bout du bout, c'est quand même le commerçant qui va payer le service, en tout cas en grande partie. Donc si le risque n'est pas bon, le service va lui coûter très cher. Et les e-commerçants, ils n'aiment pas du tout les services qui leur coûtent très cher. Donc c'est cette proximité et cette remise en question constante, parce que le e-commerce a cette capacité aussi, le commerce en général, peut-être le e-commerce encore un peu plus, à considérer que, au fond, ses partenaires ne sont jamais acquis pour toujours. Donc on est tout le temps remis en cause, remis en concurrence, obligé de se remettre en question par rapport à ce service qu'on fournit au e-commerce. Comme ça, vous êtes obligé d'être sur la pointe des pieds en permanence et de courir vite. Et on en revient aussi beaucoup, vous le disiez, à la qualité de la donnée aussi qu'on va manipuler, c'est souvent là où ça peut pêcher. La qualité de la donnée, la qualité du traitement, la rapidité du traitement, qui sont des éléments clés, et la capacité finalement, pour moi c'est vraiment un élément fondamental, d'assembler un certain nombre de solutions dans lesquelles on a des spécialistes. Nous, on ne prétend pas faire les scores de fraude à la place des spécialistes de scores de fraude. On utilise un certain nombre de solutions de marché. Alors les scores d'octroi, non, parce que comme c'est nous qui l'avons à notre bilan, on les fait nous-mêmes. Mais on utilise aussi l'agrégation, on travaille avec des agrégateurs. On n'a pas la prétention d'agréger à la place de Budget Insight ou d'autres partenaires avec lesquels on travaille. C'est vraiment la capacité à assembler un écosystème qui permette d'avancer, d'innover et d'avoir la meilleure solution qui, en fait, est un assemblage des meilleures solutions du marché. Est-ce que, Catherine, peut-être pour finir, est-ce que la réglementation, aussi bien française, européenne, vous aide ou vous contraint, en fait, en ce moment? Je dirais les deux en général. C'est-à-dire que, de toute façon, la réglementation, on sait qu'elle va changer sur le Buy Now Pay Later. Cette réglementation, elle va nous aider dans le sens où elle va mettre sous contrainte réglementaire, sous la même contrainte réglementaire, l'ensemble des acteurs. C'est ce qu'a demandé la CPR il n'y a pas très longtemps. Nous, on a déjà un statut d'établissement de crédit, donc on est habilité. Elle va nous contraindre parce que
elle va exiger, on espère de façon proportionnelle, de la vérification et de la qualification de solvabilité des emprunteurs. Et là encore, la réponse, elle sera dans la technologie, elle sera notamment dans l'agrégation de comptes, parce que vous êtes dans le tunnel de paiement d'un e-commerçant, je ne le répéterai jamais assez, et vous n'allez pas aller demander un bulletin de salaire pour faire un fractionnement sur un panier moyen de 200 €. C'est juste pas possible, et dire à votre client, votre consommateur, qu'il aura peut-être sa réponse demain matin. Donc ça n'a aucun sens, et pour arriver quelque part à répondre en temps réel, l'agrégation est une des réponses. Alors, je sais qu'une des objections qu'on me fait aujourd'hui, c'est de dire oui, mais les Français, ils n'aiment pas agréger. Bon, ok, aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de nos clients qui agrègent, à peu près 10%. Au Royaume-Uni, c'est 50%, et au Danemark, c'est à peu près 60%. Donc, et je rappelle aussi, comme quoi il y a toujours de l'espoir, quand est arrivé Covid, souvenez-vous, le paiement sans contact faisait peur à tout le monde. Il n'y avait pas de paiement sans contact, on allait tous se faire frauder, enfin bref. Aujourd'hui, quand vous allez quelque part que vous ne pouvez pas payer sans contact, vous n'êtes pas content. Donc en fait, l'adoption du paiement sans contact, elle est arrivée par la contrainte. Je pense que l'adoption de l'agrégation pour le paiement fractionné, elle arrivera aussi de la même façon par la contrainte, c'est-à-dire que si un client n'accepte pas, peut-être demain, en fonction de ce que nous imposera la réglementation, qu'on ne connaît pas encore, si un client n'accepte pas d'agréger ses comptes, peut-être qu'il n'aura pas accès au service, tout simplement. Le sens de l'histoire, alors peut-être. En tout cas, c'est le sens de l'histoire. Voilà. Merci beaucoup, Catherine.